Bonjour Hugues Hector Zogo. Bonjour Carole. Bonjour Roland. Bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour Roland. Bonjour Carole. Olaye, bonjour Hugues Hector Zogo. Apparemment, vous avez oublié mon prénom ce matin. Je voulais te fixer le regard pour te saluer. Ok, bonjour aux amis téléspectateurs et internautes. Alors, c'est une nouvelle semaine qui démarre. C'est parti pour les différents numéros de Matin d'Éden. Nous allons démarrer avec le potentiel qui s'intéresse au dialogue politique et manœuvres préélectorales. Adrien Hongweji chez Yayi Boni, un signal fort à l'approche de 2026. Hugues Hector Zogo. C'est de très bonnes guerres, comme on le dit bien souvent. Quand on retrouve aujourd'hui un allié de la mouvance présidentielle qui va rendre visite à un opposant, qui plus est le chef de parti de l'opposition, tout de suite on se dit il y a forcément beaucoup de choses qui se disent pour éventuellement préparer 2026. Et vous aviez suivi les dernières sorties, que ce soit de Maître Adrien Hongweji ou du président de la République, le chef de l'État qui déjà, à travers son interview donnée au magazine panafricain Jeune Afrique, qui parle de Maître Adrien Hongweji en faisant référence à du leurre, en s'intéressant donc à cette sortie et qui avait eu, donc pour le chef de l'État, c'est un non-lieu. Maître Adrien Hongweji, ancien président du parti PRD, qui va d'une manière ou d'une autre démontrer qu'il reste et demeure un baron politique sur qui on doit pouvoir forcément compter lorsqu'il est question d'élire un président de la République au Bénin. Et donc, cette visite à l'égard de l'ancien président Boni Yayi peut tout de suite être interprétée comme une sorte de divorce qui se prépare petitement, parce qu'il y a déjà eu une première sortie où un allié de la mouvance présidentielle, pas n'importe lequel, quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale 3 fois de suite dans sa vie, celui-là, quand on sait que l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu où se joue effectivement la politique, vous pouvez quand même vous permettre de dire que cette figure politique comprend aisément tout ce qui peut se mener en termes de stratégie et tout ce qui se vit dans les couloirs politiques. Et donc, quand le chef de l'État, à travers cette sortie qui a été faite déjà en février, mais qu'on attend mars pour faire la publication, quand Maître Adrien Hongweji lit ce qui a été dit de lui et qu'il aille rencontrer aujourd'hui l'ancien président Boni Yayi, je me dis, c'est sans aucun doute parce qu'il veut se repositionner pour les élections présidentielles de 2026. Quand vous aviez suivi un peu sa participation à la mouvance présidentielle, vous pouvez vous poser la question de savoir combien de leaders de l'ancien parti PRD ont pu occuper des postes de responsabilité stratégique. Combien de députés ont-ils eu à l'Assemblée nationale? Combien de maires ont-ils eu? Combien de conseillers ont-ils eu? Et même au niveau des institutions de la République, même si ce n'est peut-être pas forcément le président de l'institution, ou ce n'est même pas peut-être le ministre de la République, à des postes stratégiques tels que les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux. Est-ce que l'ancien PRD a pu avoir ses leaders positionnés? Je ne crois pas qu'il y en ait suffisamment au regard du sacrifice qui a été fait par ce parti politique-là. Donc, Maître Adrien Hongweji aujourd'hui est forcément en train de vouloir se repositionner. Est-ce que le chef de l'État va
prendre du recul et lui faire appel, j'en doute, parce que quand lui-même il trouve, à partir de cette première sortie de Maître Adrien Ngouéhi, qui n'a pas en fait péril en la demeure, je me dis qu'il est en train de minimiser l'acteur. Maître Adrien Ngouéhi reste un acteur redoutable de la classe politique béninoise et j'ai peur pour la mouvance quand ça se passe comme ça. Roland-Anthony Hugues. Oui. Avez-vous peur comme Hugues Zogo pour la mouvance? Avoir peur, pourquoi? La mouvance, je ne suis pas membre de la mouvance. Il n'y a que les acteurs qui ont profité de la mouvance qui puissent avoir peur de ce que les résultats peuvent ne pas être en leur faveur pour les élections qui viennent. Et puis, je crois que quand le chef de l'État dit que cette rencontre ou ces rencontres entre cette sortie de Maître Adrien Ngouéhi, c'est du leurre, je veux bien qu'il mesure en tout cas ce que ça peut entraîner, ce que ça peut donner comme résultat après. Et puis quand vous voyez, quand il dit ça et qu'au lendemain on voit Maître Adrien Ngouéhi faire les déplacements pour aller avec chez Boni Yayi, il faut quand même se poser des questions. Et je crois qu'il a annoncé la couleur. J'ai été clair en disant qu'en réalité, le chef de l'État et la mouvance présidentielle ferait mieux de chercher peut-être à écouter Maître Adrien Ngouéhi et de revoir comment les choses, non seulement revoir les choses, mais l'écouter, donner satisfaction à un certain nombre de doléances qu'il a faites, parce qu'en fait, il a quand même clairement signifié, parlé de la situation politique que nous vivons. Nous savons tous qu'aujourd'hui, oui, il y a des problèmes politiques qu'il faut régler. Et quand vous voyez un peu avec les informations qui circulent, même si on n'a peut-être pas toute confirmation concernant certaines informations, quand même, on a l'impression que Maître Adrien Ngouéhi subit un certain nombre de représailles. Alors, moi, je partirai peut-être des résultats des dernières législatives. Quand je prends les résultats des législatives dans la 19e circonscription électorale, je me rends compte que le parti, les démocrates, a eu 2 députés, notamment Sodine Michel et un autre député. Et puis après, quand vous regardez la liste de ceux qui sont élus sur la liste UP Le Renouveau, vous allez voir Radi Abdou Hakim, vous allez voir Apiti, c'est 2 ans, vous allez voir Renfort Chalmagne, vous allez voir, comment vous appelez, Radi, c'est du LD. Donc il y a Apiti, il y a ces 2 ans, il y a Renfort, et puis il y a Cécile Aoumène qui était à la RAC, qui est partie là-bas. Et je précise que, pour ne pas trahir le secret, elle a été proposée par Maître Adrien Ngouéhi pour être sur la liste. Donc ce n'est pas un choix du pouvoir ni d'Olivier Bokor, ni de Patrice Talon. Donc c'est des gens qui sont très proches de Adrien Ngouéhi, donc les 3. Et puis après, quand vous regardez un peu, où il y a Sofiat Tchanoun qui est du bloc républicain. Donc quand je prends les 2 qui sont du Parti des démocrates et que je vois Radi Abdou Hakim, je connais quand on voit un peu d'où il est parti pour être vers les démocrates, et quand on voit que les 3 députés issus de la 19e sont très proches de Maître Adrien Ngouéhi, il y a matière à se poser des questions pour dire, est-ce qu'en réalité, si Maître Adrien Ngouéhi décide de rejoindre le Parti des démocrates, imaginez le résultat qu'on peut avoir dans cette circonscription électorale, parce que déjà les autres avaient 2, eux ils ont eu 3, vous voyez. Et le BR a eu 1 seul. Donc, s'ils doivent rafler les 5 là, sur 6 dans cette circonscription électorale, cela montre clairement qu'il y a vraiment à s'inquiéter pour la formation. Sauf que, vous savez, les gens savent sur quoi ils comptent. Et quand on quitte là également, vous savez, le parti PRD, même si ce n'est plus comme avant, a toujours des ramifications, même dans le plateau, dans la 22e et dans d'autres localités de l'Est du Bénin. Et donc, j'estime véritablement qu'il faut faire très attention et voir si véritablement laisser Maître Adrien Ngouéhi à l'État et considérer que ce qu'il fait, c'est du leurre. Est-ce que c'est profitable pour la mouvance présidentielle? Ou en réalité, bon, le chef, véritablement, comme il le dit, il ne veut plus s'intéresser pour autant à la situation, il veut même quand même participer au processus de sorte qu'il peut avoir même le même candidat que Boni Yayi. Est-ce que c'est même dans cette dynamique qu'il le dit comme ça? Moi, je crois que véritablement, aujourd'hui, Maître Adrien Ngouéhi, qu'on le veuille ou non, reste incontournable dans la 19e circonscription électorale, jusqu'à demain matin encore, en tout cas. Ça peut changer le mercredi matin, mais bon, oubliez, ça peut changer demain. Jusqu'à l'heure où nous parlons... Avec les tractations politiques, je dirais tout simplement que rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Mais si le chef en arrive, et c'est ça, en réalité, moi, le chef est libre de dire ce qu'il pense. Mais je pense qu'à l'étape actuelle des choses, à sa place, je ne dirais pas que c'est du leurre.
je ferai très attention avec les mots parce que l'utilisation de certains mots... Mais justement, est-ce que ce n'est pas ça qui a suscité cette rencontre entre... oui, le déplacement de Kongwedi, oui. Parce qu'en fait, cette suffisance, à proprement parler, dans les propos du chef ou de certains acteurs politiques, ça, à la limite, révolte parfois. Ça révolte, et puis dans cette situation où ça révolte, les gens sont décidés peut-être à un moment donné, bon, écoutez, si vous pensez que c'est du leurre, alors on ira, on fera le test sur le terrain. Le PRD peut décider de ne plus crier, Antoine Bertrand Kongwedi peut décider de ne plus crier une chanson politique et dire, bon, je me rabats sur telle formation politique, le deal c'est que vous positionnez mes éléments, je vous laisse positionner vos éléments du parti LD qui étaient là déjà, qui ont été élus les deux, je vous laisse maintenant, je vous propose de proposer mes trois qui ont été élus avec l'UP Le Renouveau, et puis on évolue. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que la mouvance pourrait faire? Et je l'ai toujours dit, il y a quand même une revanche en instance à Porte-Nouveau. Cette revanche, c'est qu'en 2020, ne l'oublions pas, le PRD avait réussi à avoir les 5% au plan national au lieu de 10%. Et le PRD a réussi à faire carton plein en griffe à Porte-Nouveau, mais malheureusement, parce que n'ayant pas atteint les 10%, la mairie a été confiée à l'UP Le Renouveau, qui était deuxième au thème des élections. Et cette affaire fait qu'aujourd'hui, certains électeurs de Porte-Nouveau attendent toujours le moment fatidique pour se venger. Et je crois que l'idéal pour la mouvance aujourd'hui, c'est de travailler à consolider les relations avec le PRD, plutôt que de chercher à dire, bon écoutez, on s'en fout, avec 100 on peut faire parce qu'on est sûr. Parce qu'aujourd'hui, rien ne garantit que dans cette 19e électorale, en 2026, que l'UP, sans le PRD, peut avoir les 20%. C'est impossible. Hugues-Hector Zogo, j'ai bien envie de vous demander qu'est-ce qui rassure le président Patrice Talon par rapport à ces agissements de maître Adrien Kongwedi. C'est vrai, nous le savons très prompt et nous savons qu'il anticipe sur beaucoup de choses. Mais là, dans ce cas de figure, qu'est-ce qui justifie cette assurance-là? En fait, je me permettrais de dire que cette assurance du chef de l'État, c'est tout à fait légitime. Elle est légitime dans la mesure où il a quand même travaillé et pendant bientôt 10 ans. On peut se permettre de dire qu'il est parvenu à hisser notre nation au rang des nations considérées. Et ça, c'est un résultat pour tout acteur de développement qui puisse se dire « j'ai fait ce qui relevait de mes prérogatives. Maintenant, quitte à vous d'assumer ce résultat-là et de pouvoir le dire, nous allons continuer avec cette même dynamique. » Donc, dans sa posture de quelqu'un qui, effectivement, a pu tout offrir à la nation béninoise, peut se dire, il n'y a pas de raison à ce que les concitoyens béninois ne comprennent les enjeux. Ça, c'est le premier défi. Donc, c'est un défi lancé au même moment aux concitoyens pour dire, est-ce que vous aviez pu comprendre que nous étions à une étape X et qu'aujourd'hui, au regard de tout ce qu'on a pu faire comme sacrifice ensemble pendant les 10 ans de cheminement parcouru, qu'on est arrivé à une étape X plus 5, par exemple. Alors, le second défi, c'est le défi de partir aux élections sur le pouvoir financier. Quand on prend l'histoire politique du Bénin, celui qui a intégré la question des finances dans l'achat de la conscience, c'est Maître Adrien Kongwedi. Juste au lendemain de la conférence nationale, quand il a voulu se présenter pour les élections présidentielles, c'est lui qui a commencé. Et vous aviez suivi aussi plusieurs acteurs politiques qui ont fait des déclarations et qui ont démontré que, effectivement, le PRD, à un moment donné, prenait de l'argent pour l'achat de la conscience citoyenne. Alors, on se retrouve dans un environnement politique... De l'argent qui était donné par quelqu'un. Mais laissez-moi finir. On se retrouve dans un environnement politique où le chef de l'État actuel avait participé à ce système-là. D'ailleurs, lui-même, il a pris la parole à plusieurs reprises et l'a dit.
quand il fait référence, par exemple, au Fofowa, c'est-à-dire que tout le monde attend le grand frère. En réalité, le grand frère dont on parle, ce n'est pas la personne qui est plus âgée, mais c'est le jeune qui est parvenu, sur fond de commerce, de corruption, à s'imposer à la famille tout entière. Le chef de famille est là, on doit tenir une rencontre, mais parce que ce jeune-là, qui a le pouvoir financier, n'est pas encore arrivé au lieu de la rencontre familiale, on ne peut pas démarrer. Et il faille forcément sa présence pour qu'on dise « Ah, Fofowa ». Donc la réunion peut maintenant commencer. Donc le chef de l'État, il nous a présenté tous ces tableaux. Et il a compris qu'à un moment donné, ce à quoi il participait ne permettait pas de pouvoir développer le pays. Et il dit « C'en est assez, il faut maintenant qu'on puisse arrêter ». Alors, est-ce que ce signal-là qu'il a pu donner, cette démarche dans laquelle il s'est retrouvé et qui nous aura permis, au cœur des réformes entreprises, que ce soit les réformes politiques, que ce soit les réformes institutionnelles, est-ce que effectivement les Béninois ont pris la juste mesure des faits et sont prêts à aller dans cette dynamique-là? Ça, c'est donc le deuxième défi. Et le dernier défi, qui est le troisième que je trouve, c'est la question relative à cette réforme du système partisan. On peut se poser la question, à l'instant où nous nous retrouvons, de savoir, est-ce que cette réforme-là, elle a été effectivement comprise par les différents acteurs politiques? Est-ce que tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se levaient pour dire, oui, on est en train d'aller vers la réforme du système partisan, le disaient de bon cœur, ou parce qu'il y avait une certaine pression, ou parce qu'ils voulaient jouer à la carte de l'hypocrisie politique? Et donc, on se retrouve là, à un grand rendez-vous où un acteur, pas des moindres, qui travaille au système de la réforme, qui travaille à la réforme du système partisan, commence par se désolidariser à la veille pratiquement des élections. Et donc, ça veut dire que cette réforme-là, bien que voulue par le chef de l'État, peut-être même meilleure réforme dont on a besoin pour notre pays sur le plan politique, ça veut dire que malheureusement, les acteurs ne sont pas encore prêts. Donc pour moi, c'est trois grands défis. Et si on arrive à mesurer l'impact de chaque défi, on pourra se permettre de dire, est-ce que Patrice Talon a pu effectivement travailler sur la conscience collective des Béninois? Est-ce qu'il a effectivement pu changer quelque chose en termes de mentalité, ou après lui, ce sera le déluge, ou après lui, nous allons encore retourner à nos anciennes habitudes? Roland Tolneikes, nous allons aborder... Moi, je pense que, parlant, si vous permettez quand même, parlant de réformes, je crois qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, véritablement, là, les réformes, si ça doit prendre, ce n'est pas pour cette génération d'acteurs politiques. Souffrez que je le dise de cette manière. Vous savez, Maître Adama Bouilly, c'est parce qu'il a une certaine notoriété et il sait qu'il a une certaine force dans l'écosystème politique qui se permet ça. Il y en a plein dans ces fonctions politiques qui ont envie de faire comme lui. Mais qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas d'éléments sur lesquels ils peuvent se baser, ils n'ont pas de poids politique, Maître Adama Bouilly, qu'on le veuille ou non. Et puis après, j'entends dire quand même, et j'attends quand même que le parti non progressiste vienne dire le contraire. Il paraît que dans la formalisation de l'UP Le Renouveau, il y a une certaine erreur administrative qui aurait été faite au point où des documents n'auraient pas été signés peut-être par Maître Adama Bouilly, je ne sais pas. Le bruit court, les couloirs. On parle quand même d'un homme de droit. Oui, donc il se peut que à ce niveau, c'est peut-être sur ça que Maître Adama Bouilly se base, parce qu'il pense qu'il n'est pas lié pour autant. C'est-à-dire qu'il y a une déclaration, il y a officielle, mais peut-être que les documents officiels véritablement n'ont pas été, en son temps, tous n'ont pas été signés. J'entends dire, j'ai dit, il y aurait voilà. Donc je veux bien croire que ce qu'on entend là, ce n'est pas vrai, parce que au fond, on sent, vous allez voir que depuis que cette affaire commence, l'UP a du mal à prendre la parole pour s'affirmer. En réalité, vous savez très bien que, connaissant comment ça communique, si pour autant on n'a rien à craindre, on sait, sauf le chef de l'État qui a osé dire que c'est du leurre.
Mais quand vous regardez un peu les autres aussi, il y a une certaine réserve. Et j'ai pu dire aussi qu'il y a quelques jours que quelqu'un disait au cours d'une sortie, ça paraît un peu banal. C'est le respect de l'aîné. Oui, ça paraît un peu banal quand quelqu'un dit l'UP le Baobab plutôt de dire l'UP le renouveau. Donc ça paraît banal, mais est-ce que dans le fond, on est en train d'accepter déjà et puis après, on est en train de les laisser partir dans une certaine mesure. Mais je crois que véritablement, il faut, pour que cette réforme marche, il faut quand même ramener tous les acteurs politiques, toutes catégories confondues, à l'école du militantisme. Dès lors que nous n'allons pas retourner à l'école du militantisme, toute réforme qui passera n'aurait pas d'effet. Cette réforme du système partisan était partie quand même pour nettoyer l'écosystème. Et je crois que quand Hugues Zogo dit après Patrice Talon, le déluge ou comment ou quoi, je pense que oui, malheureusement, le même schéma qu'on a pu avoir au lendemain de l'Union pour le Bénin du futur avec les Hermous Bruno autour de Kérékou, la même situation qu'on a connue avec FCB après Boniaï, avec ce qu'on connaît aujourd'hui, je crois que l'UP, le Renouveau et le BR, en réalité, ne sont pas à l'abri de cette situation. Parce qu'à un moment donné, quand Patrice Talon, le maître qu'on craint le plus, ne sera plus là, chacun voudra aller dans son sens. Et vous allez voir que les gens vont encore se réunir autour d'intérêts, autour des idéaux qui les arrangent, et puis après constituer d'autres fonctions politiques. Et en fait, c'est ça qui craint en réalité. Je me pose la question de savoir jusqu'à quand est-ce qu'il faut continuer à faire ça. Voilà, la question reste posée parce que nous n'avons pas une réponse à cette interrogation. Nous allons poursuivre avec l'entretien du chef de l'État. Le chef de l'État, Patrice Talon, s'est exprimé dans Jeune Afrique. Plusieurs sujets ont été abordés. Hugues Zogo, votre lecture de façon générale avant qu'on aborde certains points spécifiques. Je pense que le chef de l'État a très bien fait de sortir. Malheureusement, je me retrouve un peu écœuré du fait que ce soit par un organe de presse que se retrouvant... Mais ça ne devait plus vous importuner. C'est un mode de fonctionnement, on pourrait le dire. Oui. C'est pas pour la première fois. C'est vrai que c'est un choix délibéré du chef de l'État, voilà, de pouvoir vouloir communiquer à partir de certains organes de presse. Mais moi, je me dis, la nation, c'est ce que nous avons de meilleur comme organe de presse écrite au Bénin. Et ce n'est pas bien parfois que des journalistes étrangers viennent importuner nos chefs d'État en Afrique. Je le dis de cette façon parce que j'étais très peiné de me rendre compte que des journalistes étrangers viennent poser la question à mon chef d'État de savoir s'il ne partirait pas pour les élections générales de 2026. Et il a accepté leur invitation. Non, c'est-à-dire que c'est vrai, le chef de l'État accepte votre invitation pour une interview. Mais au regard du respect que vous devez pour l'institution que le chef de l'État incarne, il y a certaines choses que vous ne deviez pas dire. Moi, je ne me retrouverai pas à l'Élysée, par exemple, et vais demander à leur chef d'État s'il allait se positionner pour un troisième mandat ou pas. Mais c'est le sujet qui a tant fait polémique, donc c'est toujours le geste. Pourquoi doit-on penser un instant que chez nous, au Bénin, par exemple, nous ne sommes pas assez matures, nous ne sommes pas assez responsables pour respecter notre Constitution? Les Béninois savent respecter leur Constitution. Donc, pour moi, cette occasion qu'on donne à des étrangers, à des confrères étrangers, de venir nous manquer de respect de cette manière-là, on aurait pu l'éviter. Je vais peut-être revenir pour sur les sujets abordés aux différents... Roland Tonéikes, votre lecture de façon générale de cette sortie du chef de l'État? Le chef a parlé, le chef a donné sa version des faits, sauf qu'on n'a pas la version des autres. On attend quand même. Mais même si c'est dans 20 ans après leur prison, ils finiront par donner la version des faits. Et puis, je crois que sur la question des médias internationaux qui prennent le chef,
est-ce qu'on va en vouloir aux médias internationaux ou à nos confrères? Je crois qu'on doit nous-mêmes nous remettre en cause en tant que journalistes béninois. J'estime véritablement que quand nous allons décider de faire les choses bien, les chefs d'État d'Afrique vont nous respecter, les acteurs politiques vont nous respecter et n'auront d'autre choix que de venir nous parler plutôt que de vouloir parler à l'international. Je le dis pourquoi? Parce que vous savez, quand vous voyez une certaine presse, les matins qui écrit à la une, vouloir que le chef fasse un troisième mandat ou bien de façon voilée, on communique abondamment sur ça, quelle presse peut être encore crédible aux yeux des populations, au point où quand le chef même viendra parler, et d'ailleurs même dans ces médias, le chef viendra dire quoi si à peine voilé, de façon voilée, on milite pour un troisième mandat ou une continuité de Patrice Talon au pouvoir. Et puis après, quand nous sommes journalistes et que nous voyons que tout ce que Patrice Talon fait de 2016 à aujourd'hui, tout est beau, tout est rose, rien n'est mauvais, véritablement, le monsieur ne suis-je pas utile de venir vers vous encore? Moi, je pense qu'à un moment donné, nous devons faire l'effort d'être des journalistes critiques, mais assez constructifs. Cela suppose que quoi? Nous apprécions ce qui est bon et nous dénonçons ce qui est mauvais. Nous nous faisons respecter. Malheureusement, qu'on le veuille ou non, les gens ne sont pas peut-être d'accord avec moi, mais je crois que certaines personnes comprendront la réalité en face, c'est que nous ne nous faisons pas respecter suffisamment par les politiques dans notre pays et dans la sous-région, notamment en Afrique. C'est-à-dire, le journaliste africain est le premier à aller faire le vous-vous-là, la propagande. Nous sommes dans la propagande au quotidien, à un moment donné, quand ça nous arrange. Quand ça ne nous arrange pas, à un moment donné, on essaie de faire le jeu et pour quand même se faire désirer par les acteurs politiques. Et ils savent, ils connaissent le mode opératoire. Mais si, aussi longtemps que ce soit comme ça, les chefs d'État, parce que depuis que le chef d'État est arrivé, vous voyez, toutes les fois, il veut faire une grande annonce ou bien il veut se livrer, c'est qu'il va vers ces médias. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il est arrivé quelques moments où ils ont organisé des séances avec les journalistes béninois. Mais dans quelles conditions et comment? Donc j'estime que véritablement aujourd'hui, il nous revient de nous remettre en cause en tant que journalistes béninois. Presse écrite, télévision, presse en ligne, tous, autant que nous sommes, nous dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que, pour répondre aux questions sur la situation, Olivier Boucault, par exemple, le chef de l'État ne peut pas convoquer une rencontre avec les journalistes béninois au point de se prononcer. Pourquoi est-ce que, parlant, bon, question de troisième mandat, vous savez, on a pu voir, je crois que ceux qui posent la question du chef de l'État, au chef de l'État ne font pas mal, parce qu'on a vu les mêmes journalistes dont on parle poser la même question à Alpha Condé, qui a dit qu'il partirait, à Alassane Ouattara, qui a dit qu'il partirait, mais après ils ne sont plus partis. On a vu comment ça s'est passé. Donc, poser cette question à l'État n'est pas pour autant un manque de respect, à mon avis. Mais je pense que le véritable problème pour moi, c'est que nous, journalistes béninois, faisons l'effort de revoir notre mode de fonctionnement. Quand nous allons finir par nous... Puisque, en fait, si les acteurs politiques savent très bien qu'ils ne nous intéressent pas, quelque moyen que ce soit à un moment donné, ils savent qu'on n'a plus de valeur à leurs yeux. Si vous avez l'habitude d'aller, ou ils savent que vos patrons ont l'habitude de leur faire la coubette et qu'à un moment donné, vous, journalistes, vous êtes qui? Vous n'avez peut-être rien. D'abord, sur le plateau, ils vous voient comme moins que rien. Donc, ça soit, et ces journalistes qui sont en plein international, quand bien dans leur pays, c'est des gens qui sont parfois désavoués même dans leur pays, mais puisque l'image qu'on projette d'eux, c'est que c'est les grands médias. Et puis, écoutez, il y a des médias ici que je respecte, je ne vais pas citer des noms, la presse écrite également. Mais à un moment donné, ça vire dans certaines considérations et malheureusement, ça ne nous arrange pas. Maintenant, sur le contenu de la sortie du chef, moi je pense véritablement que le chef, comme je l'ai dit, il a donné sa version des faits sur la question de l'affaire Bocor et puis il a dit ce qu'il pensait. Il a dit, et je crois que cet aveu que le chef a fait en disant ce qu'il a fait de Olivier Bocor et pour ce que Olivier Bocor est devenu, je crois que c'est un aveu. Il reconnaît. Cela suppose que ça doit inspirer notre chef d'État pour l'avenir, pour dire, est-ce que véritablement c'est moi que les Béninois ont élu ou bien ils m'ont élu avec un ami? Et quel pouvoir je dois donner, quelle est la marge de manœuvre de pouvoir que il doit donner à cet ami? Maintenant, moi je pense, et si je dois finir sur cet aspect, je dois pouvoir dire, est-ce que si quelqu'un a été votre ami, votre frère, et que vous parlez de drame intime, est-ce que c'est la meilleure option qui a été choisie
avec le procès qu'on a. Et je comprends, c'est difficile pour le chef. À sa place, je crois qu'on aurait pu avoir les mêmes réactions parce que quand on disait au chef de l'État de pardonner, de libérer Rekia Amadou Jola-Ivo et consort de la prison, le chef a pris du temps pour s'exécuter. Et d'ailleurs, même il a rappelé dans cette interview qu'il ne le fera pas. Il revient à son successeur de voir s'il peut le faire ou pas. Mais je pense que si le chef avait plutôt pardonné Rekia Amadou Jola-Ivo, il est sorti de prison, je crois qu'il lui serait très facile d'opter pour une certaine, un pardon pour Olivier Bokor. Voilà. Mais puisque Olivier Bokor et Razon qui se retrouvent en prison, tout comme Rekia Amadou Jola-Ivo, aujourd'hui, s'il décide, et je comprends, c'est pour ça que je comprends un peu sa posture, s'il décide de les sortir tous ensemble, maintenant on dira, donc c'est parce que maintenant tes amis ou ton filleul se retrouvent en prison, maintenant que tu trouves l'opportun de libérer les gens. Et c'est ça difficile. Mais je pense qu'au-delà de tout, il n'aime jamais mieux tard pour mieux faire. S'il lui arrivait, il avait envie, il doit pouvoir comprendre que, bon, au-delà de tout, oui, il n'a plus le choix. C'est arrivé comme ça, il a dormi. La meilleure option, c'est de prendre la meilleure décision. Et je crois que ça lui serait bien. Maintenant, sur son dauphinat, en tout cas son successeur ou pas, je pense véritablement que dit qui s'est entendu avec le Bokor, que le successeur ne sera pas certainement de son camp. Oui, peut-être ce qu'il dit, mais quand même, il y a des gens qui le soutiennent, qui sont autour de lui. Il n'ira pas chercher un Laurent Tonninkès pour dire viens candidat quand même. Il n'ira pas chercher Huguette Zogo pour dire viens candidat. Non, parce qu'on est tous de Ouida. Non, pas ça. Il n'ira pas dire Caroline, mais vous animez très bien, vous pouvez être présidente. Il n'ira pas dire ça. Je suis sûr que celui sur qui va porter son choix viendra, non, même si la personne ne vient pas directement de son clan, de son clan politique, c'est quelqu'un avec qui il aura certainement des affinités depuis des années. Même s'il dit qu'il se peut qu'il se rejoigne avec Boniaï, il se rejoigne Boniaï, en choisissant le dauphin, en supportant le même candidat que lui, je crois que Patrice Talon ne fait jamais les choses à moitié. Si vous cherchez très bien, vous fouillez très bien, c'est sûr qu'il a des affinités avec la personne depuis des années, seulement que nous, on ne savait rien. Hugues Zogo, il a déjà fait sa lecture de ce que le chef de l'État a dit par rapport à l'affaire Olivier Bokor, en passant par Rekia Amadou et Joël Aïvo. Votre lecture? Vous savez, on se retrouve avec un dossier assez sensible, la question de la sûreté de l'État. Donc pour moi, c'est un dossier assez sensible qui peut connaître des rebondissements à tout moment. Donc par convenance personnelle, j'évite de faire des commentaires autour. Mais je crois quand même qu'il y a deux éléments sur lesquels on peut essayer de surfer. Le premier élément, c'est quand nous prenons nos chefs d'État en Afrique, dès qu'ils sont élus, il y a pour la plupart du temps un acteur qui visiblement se retrouve avec eux tout le temps. Et cet acteur-là, si on ne sait pas faire, se retrouve à être celui qui doit porter une responsabilité assez dangereuse pour la survie de la République. Je prends Boniaï. Parcourez un peu l'histoire de Komi Koutié, qui se retrouve aujourd'hui hors du territoire national. Vous vous rendez compte que Komi Koutié, de justesse, aurait pu être l'acteur utilisé par Boniaï pour mettre ce pays en péril. En un premier temps, il y a eu ce duel politique où il devrait coûte que coûte être président de l'Assemblée nationale, 41 contre 42. Et là, paix à son âme, Marcel de Souza a été l'acteur qui a pu sauver la République du Bénin. On a vu le rôle que, paix à son âme également, Rosine Vieira Soglo a pu jouer en cette nuit de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et plus tard, on est allé à parler de
39 ans plus un jour égale 40 ans. Pour permettre à cet intéressé-là de se retrouver aux élections présidentielles. Ça, c'est le cas Boni-Yaye. Et quand on vient aujourd'hui au cas Patrice Talon, c'est Olivier Bokor, celui en qui il a eu suffisamment confiance, celui à qui il a laissé pratiquement toute la main pour gérer les grands dossiers d'État. C'était pareil avec Komi Koutié. Quelqu'un sorti de nulle part, pratiquement, qui a fini par se retrouver ministre d'État et qui a surplombé tous les autres acteurs qui étaient là, que ce soit les anciens acteurs politiques ou que ce soit même ceux qui ont un carnet d'adresses et un profil professionnel respecté à l'international. Avec Patrice Talon, Olivier Bokor, c'est pratiquement la même chose. Est-ce que vous aviez revu l'ancien ministre d'État Koupaki dans l'appareil d'État? Il s'est retrouvé très effacé. Et pourtant, il aurait pu être peut-être le numéro 2 du régime Patrice Talon. Non pas parce qu'il détient quand même la carrure politique et la carrure professionnelle pour se retrouver à un rôle pareil. Mais pourtant, il s'est retrouvé un peu effacé parce qu'il y a eu un autre leader en qui le chef de l'État faisait suffisamment confiance. Alors, la grande question c'est, est-ce que ceux en qui les chefs d'État africains, une fois élus, font suffisamment confiance, vont se retrouver à être les personnes soit à sacrifier ou soit qui vont contribuer à mettre le pays à la dérive? Moi, c'est la question fondamentale que je me pose. C'est le premier élément, ça. Le deuxième élément sur lequel je voudrais quand même rebondir et qui doit nous faire réfléchir, c'est qu'au moment où le chef de l'État se retrouve dans une certaine posture et on est tous conscients qu'il y a un monstre qui est en train d'être fabriqué autour de sa personnalité, les premiers acteurs, en l'occurrence ceux du service des renseignements, qui doivent l'aider à comprendre qu'il y a un danger qu'on court en évoluant sur cette piste-là, n'arrivent pas à avoir l'audace de dire effectivement les choses au chef de l'État. Est-ce que nos chefs d'État ne sont pas si ouverts à accepter qu'on leur dise « Attention, Monsieur le Président de la République, vous risquez de… » Ou c'est un choix délibéré et ils sont vraiment prêts à pouvoir en assumer les conséquences. Moi, ce sont les deux éléments qui, depuis un certain nombre de semaines, me font suffisamment réfléchir. Vous avez vu la question du pardon. Oui, effectivement, le pardon ne peut pas être accordé à quelqu'un qui pense à un coup d'État dans un pays. Un coup d'État, c'est pas souhaité. Et donc, si vous accordez le pardon à quelqu'un qui se retrouve dans une démarche de coup d'État, que ce soit sous votre mandature ou sous d'autres mandatures, c'est que vous encouragez d'autres concitoyens à faire de même. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que les vrais acteurs qui se retrouvent aujourd'hui en prison ont travaillé dans des dossiers de coup d'État et autres? Je ne veux pas, ça c'est un autre débat. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais pour moi, on ne peut pas accorder le pardon à des acteurs qui se retrouvent à vouloir faire de coup d'État. C'est inadmissible. Nous sommes dans une république et dès que vous n'êtes pas d'accord avec le chef de l'État en exercice, la seule chose que vous pouvez peut-être faire, c'est de travailler pour qu'aux prochaines élections, vous puissiez demander
à ceux qui partagent la même vision, le même idéal que vous, de sanctionner celui-là par les urnes. C'est ce que dit nos tests et lois dans un régime démocratique. Et nous y sommes encore, donc il faut simplement le respecter. Alors, très rapidement. Oui, il me revient quand même de revenir sur un aspect abordé par Hugues Zougou quand il évoque la question Yahi Koutié et il compare ça à Talon Olivier Bokor. Je voudrais rappeler et préciser que Koutié a joué le rôle que Wadaye joue pour Patrice Talon aujourd'hui. Super ministre des Finances, on a vu, on sait comment ça se passe. Je pense que celui qui a joué le rôle de Bokor sous Yahi Boni reste et demeure Patrice Talon. De 2006 à 2012, date à laquelle les brouilles ont pris de l'ampleur, celui qui a joué le rôle de Bokor autour de Yahi Boni reste et demeure Patrice Talon. Et certains vous le diront. Certains vous le diront. Il a participé à des nominations. On sait d'où est parti. C'était une brouille entre les deux hommes, chefs d'État. Les deux se rendaient pratiquement visite tous les jours. Allez demander aux entourages. Je n'invente rien. Et d'ailleurs, c'était pas mieux. On n'a pas eu. En tout cas, l'on dit clairement. C'est pour dire quoi? Moi, je pense que véritablement aujourd'hui, il revient à ce que les chefs fassent très attention. Comme Koutié a été ministre des Finances, à un moment donné, il est devenu super ministre des Finances. Il a voulu être président de l'Assemblée nationale, on sait bien. Et puis, avec cette fameuse décision de Théodore Hollo, que je respecte au passage, 39 ans plus 1, c'est encore Hollo qui aujourd'hui critique Patrice Talon, qui a quand même amené cette affaire ici, donc pour montrer combien les acteurs aussi sont changeants à bien des égards. Mais j'estime que celui qui a joué le rôle qu'a joué Olivier Bokor aux côtés de Patrice Talon aujourd'hui, jusqu'en 2012, où la brouille est née entre les deux, reste et demeure Patrice Talon, qui était, c'est son ami, il a contribué à l'amener au pouvoir, il l'a aidé à venir au pouvoir être président de la République, il l'a assisté, ils ont géré le pouvoir, en tout cas, il n'était pas vice-président, mais quand même, il participait à de grandes décisions. Et d'ailleurs, vous allez voir que quand bien même Patrice Talon n'était plus là, était en exil, les ministres sous Boni Yahi, quand même, beaucoup pas mieux, étaient toujours des informateurs de la télécommande de l'autre côté à l'époque. Donc je crois qu'à ce niveau, il faut quand même constituer quand même ça pour préciser que non, comme Koutié en a eu pour sa dose, c'est vrai, il a fait ce qu'il voulait. Bon, il pouvait avec autant de Boni Yahi, mais il n'a pas pour autant joué ce rôle. Il n'a pas pour autant joué ce rôle et il n'a pas pour autant participé, poser des actes comme pouvait lier aux actes de Olivier Bokor. Sauf que quand on regarde un peu ce qu'on reproche à Olivier Bokor aujourd'hui, malheureusement, des faits similaires ont été reprochés à Patrice Talon. En tout cas, par Boni Yahi à un moment donné. Donc, je pense que c'est là qu'il faut faire vraiment la nuance. Pour finir sur le sujet, Hugues Zougou, c'est vrai, Patrice Talon a persisté. Persiste, pardon, et si je ne serai plus candidat. Tantôt, Roland en parlait tout à l'heure. Il disait que d'autres chefs africains ont eu à affirmer à plusieurs reprises cette même phrase sans vraiment tenir parole. Vous, en tant qu'analyste politique. Vous savez, il y a chaque peuple avec ses réalités. Le Bénin n'est pas un pays comme les autres en Afrique de l'Ouest. Et même si Patrice Talon avait la volonté de briguer un troisième mandat, le Bénin ne lui permettra pas d'y arriver. C'est-à-dire, il faut, à des moments donnés, connaître le peuple béninois pour savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Vous pouvez être un chef d'État méchant. C'est-à-dire, j'utilise des mots assez forts. Vous pouvez faire, c'est-à-dire, vous pouvez faire souffrir votre peuple autant que vous le souhaitez. Tant que vous êtes dans une démarche constitutionnelle, ce peuple-là subira. Il va subir. Mais dès que vous arrivez à la fin de votre deuxième mandat constitutionnel, tant qu'on ne touche pas à la Constitution pour dire que vous avez la possibilité de faire un troisième mandat, vous ne pouvez pas. C'est ça, en fait, le Bénin. Et c'est ça que peut-être les gens n'arrivent pas à cerner. Vous avez vu ce qui s'est passé au Togo. C'est passé comme une lettre à la poste. Mais le Bénin, ce n'est pas ça. Au Bénin,
nous tenons à notre constitution. Le Bénin d'hier ou le Bénin d'aujourd'hui? Le Bénin d'hier à aujourd'hui. Vous rencontrez n'importe quel citoyen béninois d'hier à aujourd'hui, il vous dira qu'il tient à sa constitution. Vous avez vu, quand je prends le professeur Joël Aïvo et Rekia Madougou, se retrouvent aujourd'hui en prison pour une question de constitution. Au regard de tout ce qu'on leur reproche, il y a le fait que beaucoup ou les deux acteurs d'une manière ou d'une autre ont insisté pour dire retour à la constitution du 11 décembre 1990. Et mieux au-delà d'eux, on a encore vu d'autres qui se sont retrouvés dans la même dynamique et qui se retrouvent aujourd'hui en prison. En dehors de ces faits-là, il y a évidemment d'autres faits qui leur sont reprochés, certes. Mais c'est pour vous dire que le Bénin accompagne toujours ses fils qui se retrouvent dans la posture de chef d'État à finir en beauté leur mandat constitutionnel. Vous ne verrez pas au Bénin un citoyen vous dire « oui, je suis d'accord pour qu'on puisse faire un coup d'État à un chef d'État en exercice ». Non. On peut ne pas être d'accord avec le chef d'État qui est là sur le plan politique. Mais dès que vous commencez par dire « il faut qu'on travaille à le faire partir », on vous dira « non, il va partir bientôt. Il a déjà fait 2 ans, non? Il ne lui reste que 3 ans. » On vous dira, il a déjà fait 1 an, non? Il ne lui reste que 4 ans. Non, les 4 ans vont finir maintenant. Patientez. C'est le langage du Béninois, ça. C'est-à-dire que notre pays a une âme qui a banni définitivement ce qu'on appelle les coups d'État. Et ça n'arrivera plus jamais au Bénin. Nous l'espérons. Donc, du coup, Patrice Talon, il a raison. Quand, au cours de son interview, il dit qu'il est très peiné qu'on lui repose cette question. Parce qu'il connaît le peuple qu'il a élu. C'est le même peuple qu'il a élu pour la première fois. À près de 65%. Mais de 65%, pour le second mandat, il sait encore quel est le taux de pourcentage qu'il a eu pour se faire élire. Vous voulez qu'il aille, ou qu'il fasse du forcing pour dire qu'il irait aux élections une 3e fois et qu'il ne se fasse pas élire? Non, c'est pas... On a en fait un chef d'État qui connaît ce pays et qui n'aime pas la honte. Il tient à son honneur, il tient à sa dignité. Il a une certaine fierté de dire... Il a envie de passer par la grande porte. Oui, par la grande porte, comme tout autre chef d'État que nous avions connu. Depuis le renouveau démocratique, que ce soit le président Nicéphore Soglo, que ce soit le président Mathieu Kérékou, paix à son âme, Boni Yahi, et même lui. Donc, on n'a pas à retourner à, je vais dire, à ces mots d'antan qui ont fait que les gens pensent que n'importe qui. Vous savez, le serment politique ne se respecte pas au niveau des autres États parce que les gens ne concèdent pas toute la valeur à leur constitution. Les pays dont vous parlez là, quand vous prenez la Côte d'Ivoire, quel est le respect que les gens portent à leur constitution? Tout le débat est là. Il a rappelé tout à l'heure, je viens de vous parler du professeur Théodore Olo, qui, ancien président de la Cour constitutionnelle, nous a parlé de 39 ans plus 1 jour égale 40 ans. Mais vous le voyez aujourd'hui, défenseur de la Constitution. Donc c'est pour vous dire que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, on peut, à des moments donnés, ne pas, au regard de la position que nous occupons, ne pas permettre que les principes démocratiques soient respectés, mais une fois qu'on n'est plus à ces postes-là, on devient les premiers acteurs à travailler pour qu'on ne brûle pas une seule étape de la Constitution. Donc pour moi, le Bénin a dépassé ce niveau de réflexion. Ceux qui le font, excusez-moi du peu, c'est des gens qui ont faim.
Nous allons pour finir aborder les litiges fonciers. C'est le Paraclet qui en parle et un citoyen béninois interpelle le chef de l'État malgré les nombreuses réformes dans le domaine. Roland Tonéikes, pour finir rapidement. Moi, je crois que les litiges fonciers, ça continue toujours. Moi, je suis dans une zone à Bono-Calavi, par exemple, où j'ai vu ces derniers jours beaucoup de choses. Et je crois que ce citoyen qui en parle, qui appelle le chef de l'État au secours, ne fait pas mal. Écoutez, dans ma zone, j'ai autour de ma maison 4 parcelles vides. D'accord? Et chaque jour, la première fois, j'ai vu des gens venir avec des clients pour montrer la parcelle. Et puis, quelques jours après, ils sont venus enlever la plaque de l'autre. Ils ont mis une nouvelle plaque, ils ont vendu la parcelle. C'est comme ça qu'ils ont vendu la parcelle d'autrui. Et puis, la première personne ayant subi ça, on attendait à commencer par gérer le problème au tribunal, quand une deuxième personne a subi aussi à côté de moi, d'un autre côté de la maison. Et tous ceux qui ont maintenant des parcelles vidéo dans la maison ont été obligés de venir faire des clôtures et de mettre un portail et une clé en même temps. Pour montrer combien de fois, malgré les réformes, malgré les situations, les gens continuent de faire de la mafia foncière, notamment à Bomé-Calavi, à Lada. C'est partout au Bénin, ce n'est pas parce que quand on dit mafia foncière, la première chose, on pense à Bomé-Calavi, tout de go. À Bomé-Calavi étant... Parce qu'il y a trop de dossiers. Oui, non, il y a trop de dossiers. À Bomé-Calavi étant le terreau de cette affaire qui a commencé à une époque donnée. Et puis à Cotonou également. Et je crois que le Paraclet ou le Clairon a écrit un article comme ça la semaine dernière parlant du même citoyen qui avait une parcelle achetée, qui paye les impôts, qui fait tout depuis des années. Mais patatras, un citoyen sort de nulle part pour dire oui, c'est mon domaine. Et le domaine, il sort, il dit c'est mon domaine, alors que le monsieur, il sont allés au tribunal, il a pu gagner 2, 3 fois déjà. Et puis après, on constate que l'autre qui dit que c'est son domaine, au lieu de faire un appel de la décision dans les délais, il n'a pas fait, a attendu 6 mois avant de faire appel, je ne sais pas quel mécanisme, mais qui en arrive à gagner après. Et l'autre s'est dit la Cour suprême rejette son dossier. Vous voyez un peu le schéma. Et donc, ces affaires-là continuent aujourd'hui au point où des citoyens qui se sont battus pour avoir leur terre, que ce soit à Cotonou, à Lada, à Bomé-Calavi, à Ouida ou à Porte-Nouveau, un jour, quelqu'un, parce qu'il a le pouvoir financier, parce que peut-être il a des couvertures, en arrive à les déposer de leurs biens. Je crois qu'il faut que le chef de l'État peut-être parfois répondre à ces citoyens qui les interpellent. Et puis, il y a le tribunal foncier aujourd'hui qui fait un travail assez remarquable. Je voudrais quand même en appeler au bon sens de chacun pour dire, faisons les choses pour que les gens soient à l'abri. Parce que, pas plus que ça, des gens passent de vie à trépas avec les prostituées que vous connaissez. Quelqu'un va faire des trucs à enterrer des choses sur la parcelle de l'autre spirituellement. Ça devient une guerre spirituelle, autant de choses. Et je voudrais peut-être quand même que le chef de l'État quand même écoute ce citoyen. Si véritablement son cas, le cas qu'il pose est un cas assez probant, il est question de faux documents attribués à telle ou telle personne. Si la mairie peut monter au créneau pour donner sa version des faits dans cette affaire, si le chef de l'État, en tout cas le gouvernement, peut prendre à bras le corps ce dossier, il y a une cellule de dénonciation. Je voudrais peut-être demander à ce citoyen également d'envoyer, pourquoi pas, une plainte au service de dénonciation pour relater les faits, pour que nous puissions mettre fin à ça. On a vu un cas similaire en Côte d'Ivoire. Une dame qui est montée au créneau, qui serait en France, envoie de l'argent, acheter une parcelle, devait construire, rentre en Côte d'Ivoire, et subitement, voit que quelqu'un d'autre a mis une plaque sur la parcelle. Elle a commencé les constructions pour dire que c'est son domaine. La personne est venue casser une fois. Elle a repris, la personne est partie casser encore pour dire que c'est son domaine. Alors que quand la dame fait le point de toutes les instances qui sont habilitées à fournir des documents à la dame partout, c'est le nom de la dame qui sort. Mais comment se fait que ce monsieur, son nom sort de nulle part, il devient propriétaire du jour au lendemain? Et c'est pratiquement un cas similaire pour ce citoyen. Je pense que ce n'est pas qu'au Bénin, c'est malheureusement sous les tropiques que les responsabilités soient situées. Hugues-Hector Zogo, la fin de ce problème, ce n'est pas pour demain. Non, c'est bien pour demain. C'est bien pour demain. Surtout qu'il y a un tribunal déjà. Exactement, c'est bien pour demain parce qu'aujourd'hui, on a la Cour spéciale des affaires foncières au Bénin. Et cette cour-là a commencé par travailler. Et vous savez que quand on parle de cour spéciale au Bénin, les dossiers s'accélèrent. Ça évolue vite. Ça évolue vite. C'est heureux qu'on ait des citoyens qui commencent par interpeller le chef de l'État. Je suis sûr que le président de cette cour spéciale, par exemple, va s'intéresser à ce dossier.
Parce que dès qu'un citoyen interpelle le chef de l'État, ça veut dire que le citoyen est tellement convaincu que le chef peut l'aider. De ce dont il parle. C'est-à-dire qu'il est tellement convaincu de ce que les documents qu'il détient sont des documents crédibles et qu'il a peut-être tellement fait le tour de tout ce qu'il y a comme couloir juridique que personne ne l'écoute et qu'aujourd'hui, le garant de la justice dans notre pays, c'est le chef de l'État. Donc, le premier magistrat, dit-on. Le premier magistrat. C'est pas dit-on, c'est le premier magistrat du pays. Bon, non, c'est seulement de le parler. Vous savez très bien. Si le premier magistrat du pays ne peut pas l'aider, alors qu'on se retrouve dans un pays où on parle de fraternité, justice, travail, où est la justice? Il faut qu'on rende justice. Et si on ne règle pas ce problème assez tôt, peut-être que les gens ne voient pas venir. Bientôt, on va permettre à ce que nos frères de la Martinique, de la Jamaïque, puissent bénéficier de la nationalité béninoise. Mais quand ils vont bénéficier de la nationalité béninoise, ils viendront s'installer où? Au Bénin. Ils viendront s'installer au Bénin. Ils vont acheter quelle terre? Les terres à polémique. La terre litigieuse. Des terres litigieuses. C'est-à-dire qu'il faut assez vite, dans l'intervalle de 2-3 ans, il faut qu'on arrive à accélérer le processus au niveau de cette Cour spéciale des affaires foncières de notre pays, pour que les personnes tapis dans l'ombre, qui pensent qu'on ne peut jamais mettre la main sur elles, oui, les envoyer en prison, pour qu'elles purgent effectivement leur peine, puissent savoir que le Bénin a changé également sur le plan du foncier. Parce qu'en réalité, c'est très dangereux. Vous avez par exemple votre frère qui se retrouve aujourd'hui en Europe, qui travaille sous le froid, qui fait de l'économie, envoie de l'argent pour qu'on puisse lui acheter un terrain dans son pays. Parce qu'il se dit, je suis citoyen. Peut-être de ma vie. Pas même au soir. Il se dit, je suis citoyen béninois, j'ai quitté le pays pour aller chercher de l'argent, je retourne au pays une fois que j'aurai eu le minimum pour venir servir valablement ma nation. Pendant une période de 3, 4, 5 ans, il envoie de l'argent pour qu'on lui fasse de la construction. Il a pratiquement fini et un quidam se lève du jour au lendemain pour réclamer sa terre. Vient déposer sa plaque sur la parcelle. Il est assez fort dans les questions chimiques et voilà, ça commence comme ça, la guerre spirituelle. Et par finir, ce jeune qui a vécu toute la peine en Europe pour venir s'installer dans son propre pays, il se retrouve maintenant en difficulté. Dans quel pays ça se passe comme ça, si ce n'est pas qu'au Bénin actuellement? Donc, je pense que le chef de l'État, il y a plusieurs citoyens qui ont le même problème. Qui ont le même problème. Plusieurs. Tout autour de moi, tous les terrains qui entourent chez moi sont des terrains litigieux. Vous allez aujourd'hui au tribunal de Ouida. Tous les terrains sont des terrains litigieux. Au niveau du tribunal de Ouida. On vient enlever une plaque aujourd'hui, quelqu'un d'autre vient remettre une autre plaque demain. Et tu lis différents noms sur les terrains. Et c'est la triste réalité. Autre chose encore, vous allez voir des citoyens qui construisent sur des réserves administratives. Tout à fait. La mairie vient installer la plaque pour dire c'est une réserve administrative, mais personne ne bouge. Parce qu'entre-temps, il y a eu peut-être des conseillers qui ont travaillé à vendre ces réserves administratives-là à des citoyens. Ils ont vendu des vents même. Moi, je crois que nous n'avons plus le temps. Je crois que véritablement, quand un citoyen, je prends l'exemple du citoyen Arthur Adjovi, quand il en arrive à interpeller, je crois que Hugues a dit quelque chose de capital, c'est qu'il est certainement confiant de ce qu'il a des documents crédibles. Et qui sait que oui, c'est son domaine et qu'il a fait toutes les formalités. Alors, quand il en parle comme ça, et que dans le même temps, le chef travail a dit, je suis heureux qu'il ait pris cet exemple, les afro-descendants aujourd'hui ont la possibilité d'avoir de la nationalité. Et à commencer quelque part, il y a un des afro-descendants, notamment Georges-Emmanuel Germani, qui était, comment vous appelez, bâtonnier en Martinique, qui a réservé une zone maintenant où les afro-descendants peuvent venir s'installer à Pomassé, peuvent construire, mettre des maisons, et puis tout ça. Mais quand les gens voient des affaires comme ça à la une du journal, ça ne rassure pas. Et ça, en réalité, va plomber les efforts du chef de l'État et du gouvernement. Et c'est pourquoi il revient au gouvernement quand même, au-delà du tribunal installé, quand même faire en sorte que les affaires traitées par ce tribunal se rassurent et comment vous appelez,
installe une certaine sécurité foncière dans une confiance, merci. Voilà. Et donc, j'en appelle vraiment à la bonne volonté du chef de l'État, du gouvernement, pour que ces questions-là soient vidées. En dehors du CIE à Diovi, je pense qu'il y a beaucoup de Béninois qui ont ces problèmes et qui attendent juste que le chef de l'État ou les autorités compétentes interviennent pour les aider. Voilà, merci Roland Tonneikes, merci Hugues Hector Zogo.